Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On est avec Cécile. Bonjour. Pour un achat manga assez conséquent et surtout un achat comics BD, livre que je ferai en deuxième partie. Assez dantesque parce que ça fait 4-5 mois quasiment que je ne vous ai pas parlé d'achat comics et tout, achat BD. Et du coup il y a même Noël qui est passé par là. Les comics c'est un peu plus cher que les mangas. Donc Noël on en profite pour en demander et il y en a plein. Donc en deuxième partie on parlera de tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Putain je deviens un vrai youtubeur Cécile. Ouais, incroyable. Non, c'est bon, il y pense. J'y pense jamais. Donc mettez des pouces bleus surtout, ça aide la vidéo. Alors, on va commencer cet achat manga en vacances. J'ai craqué sur Jiro Taniguchi, Quartier lointain. J'avais déjà lu le journal de mon père de Jiro Taniguchi il y a 8 ou 9 ans, un truc comme ça. J'avais bien apprécié le journal de mon père. C'est du slice of life, hein, tranche de vie, très cool, très sympathique, très doux, très poétique. Et Quartier lointain, eh ben, c'est bien meilleur. C'est un cran au-dessus, c'est considéré comme un de ses meilleurs et je suis très content d'avoir acheté cette édition. Il y a un côté, pas isekai, mais bon, c'est un homme de 30-40 ans qui va se retrouver dans son lui de 12-13 ans je crois, et il va revivre sa vie, et en fait c'est quelque chose qu'on a tous rêvé de faire, avouer, et Jiro Taniguchi il a une patte assez dingue, il a un trait vraiment, je sais pas, subtil, il arrive à faire passer beaucoup d'émotions, Jiro Taniguchi, avec un trait très simple. L'édition est à 30€. Vu l'épaisseur, vu qu'on est sur une couverture rigide, plus couverture, plus le petit, je ne sais jamais comment ça s'appelle, le petit marque-page, voilà, c'est une jolie édition. C'est pas un signé? C'est un signé, c'est ça, merci. Merci Cécile, elle est toujours là pour me rattraper. Exactement, ensuite, je suis là pour le vocabulaire. Vous allez m'insulter, j'ai acheté du Mangetsu. Mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que Mangetsu a fait une superbe édition avec Popoya et Love Letter, le cheminot. Pour Popoya. On est vraiment sur une très jolie édition. Alors c'est 30€, c'est cher, clairement. C'est Mangetsu en même temps. C'est le même prix que l'autre truc qu'on vient de voir. Ouais, mais il y a beaucoup moins de pages, mais attention. Il y a de la couleur, j'ai l'impression. Non, c'est pas qu'il y a de la couleur, mais bon, on a un effet vraiment sur la couverture avec les deux photos de ça, et on a un papier de sublime qualité pour le coup. Vraiment, vous voyez le papier de Hikaru no Go, glacé, tout ça, on est sur le papier d'Hikaru no Go, je pense plus ou moins le même. On est vraiment sur un super papier. Donc j'ai vu ça en boutique, là je me suis dit, ah Mangetsu là vous me parlez. Ok, c'est 30€, c'est cher, c'est vrai, mais là on en a, pour notre argent, on a une belle édition. Bon, comparé aux comics, c'est très cher, ne nous mentons pas, mais on va dire que je me sens moins agressé par le prix quand on m'offre une belle édition comme ça. Et le cheminot, je voulais le lire depuis un moment. D'ailleurs, je vous conseille, et Adrien de la chaîne Sélection Manga vous le conseille aussi, parce que c'est lui qui me l'a conseillé, je l'ai pas suivi le conseil et c'est vrai. Je vous conseille limite de lire Love Letter avant et Popoya après. Pourquoi? Love Letter est sympa, mais moins bien que Popoya. Et en fait, Popoya se termine vraiment mieux, et il y a même une petite touche d'émotion quand on le termine. Et je vous conseille vraiment de lire Popoya en dernier. Il n'y a rien qui se lit, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Ensuite, j'ai acheté Colette aux éditions Pika Graphique. Pika Graphique, qui est une édition que je commence à suivre, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu le côté de niche de Pika, clairement. J'ai l'impression que quand ils chopent quelque chose d'un peu plus de niche, ils le sortent en Pika Graphique. Et toujours pareil, hein, on a un super papier de qualité quand même, bien blanc. J'aime bien cette édition. Le seul défaut de cette édition, c'est qu'elle n'a pas de couverture. Voilà, c'est pour faire une économie de coût, mais bon, on a quand même là un beau bébé, on est à 25€. 25€, 30€, mais c'est pas le même travail. Voilà, au fait, c'est même pas comparable quand même. Sinon, Colette, c'était vraiment sympa. Tous ceux qui ont aimé Sakuran, dont je vous ai parlé déjà il y a 3-4 mois, foncez, hein, c'est un peu le même délire. On est dans une maison close, mémoire d'une maison close. Sauf qu'on est dans les années plus 60-70, si je dis pas de bêtises, je l'ai lu il y a 4 mois, 3 mois, j'avais oublié de vous en parler en fait. Vraiment j'ai apprécié autant que Sakuran, c'est très cool, c'est de la même autrice, hein, Mayoko Hano, j'aime bien son trait, etc. Alors ensuite, oui, il fallait que je vous parle de ça, donc j'ai oublié de vous parler lors du dernier achat manga, l'Attaque des Titans, donc c'est l'édition colossale. Je me suis fait faire des couvertures par l'ami Petor1. Allez voir son Insta, hein, Petor1, P-E-T-O-R 1. Et je les ai travaillés avec lui, c'était plutôt cool parce qu'on s'est pris la tête longtemps, parce qu'en fait ça peut paraître comme ça
easy, mais j'ai pris donc la première édition, il m'a mis le signet d'édition colossale, mais par exemple pour trouver les personnages là, qui rentrent sur la grande, je vous jure que ça a été une galère. Ça a été quelques heures passées sur internet pour trouver les images. Et bon bah voilà, je suis content, j'ai une édition colossale. Vous avez vu, j'ai pris l'édition anniversaire pour faire le devant et tout. J'ai une édition colossale unique en fait, comme ça. Et ça c'est cool. Voilà. Alors, bon, ça je les ai toujours pas lus, hein. On a les Dreamland. J'ai pas mal lu de mangas quand même. Je vais pouvoir vous parler de pas mal de lectures. Les Dreamland remasterisés par Renaud Lemaire, qui sont de moins en moins remasterisés, plus on va avancer, hein. Je continue de les faire. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé les 1 ou 2 premiers tomes, je sais plus. Yozakura Family, mon petit plaisir coupable qui continue, qu'il va falloir que je lise quand même. Parce que j'ai lu les 4 premiers, j'ai kiffé, et ça se trouve, ça devient de la merde, je ne sais pas. Va falloir que je les lise quand même avant de continuer à un moment. Mais bon, j'ai plus important à lire, c'est ça le truc. T'en as en bas à droite aussi, Stéphane. Ouais, et en bas à droite, c'est bien, je vais pouvoir vous en parler. J'ai acheté les 3 derniers tomes de La Vengeance du Souffre-Douleur, et je les ai lus, j'ai fini de les lire ce matin. Et sincèrement, je suis très surpris, parce que 6 tomes arrivés au bout de 3-4 tomes, je m'étais dit que ça allait peut-être tirer en longueur, et au fait, non, le récit se tient super bien sur les 6 tomes. La narration est un petit peu, on va dire, pas subtile. On a une narration un peu type shonen qui va traiter de sujets seinen, clairement en fait. Je sais pas si je me suis assez bien expliqué, mais ça rend le truc, ça rend la lecture fluide, très rapide. C'est moins adulte que ça pourrait l'être. Mais franchement, ça tient bien. On va suivre un professeur qui toute son enfance a été bully, mais bully sévèrement. Hein. Et un jour, au fait, il a la fille du mec qui l'a bully dans sa classe et il va se décider à la bully lui-même. Donc un prof qui bully une élève, voilà, c'est pas terrible, qui harcèle une élève. Mais franchement, il y a des rebondissements, il y a des choses qui se passent, ça se tient vraiment bien. La Vengeance du Souffre-Douleur, très cool. C'est par les mêmes auteurs que Anonyme que j'ai ici. Franchement, c'est des auteurs, s'ils font un 3e manga, je serai là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a la déception, les amis. Ah là là, je vais vous en parler. Shinichi Sakamoto, vous le savez, Né pour cogner, j'adore. Ascension, j'adore. Innocent, c'est un putain de chef-d'œuvre pour moi. Un peu clivant déjà à l'époque, Innocent. Mais alors là, si celui-ci va pas être clivant, je sais pas de quoi je parle, hein. Parce que là, ça va être très clivant. Il est allé trop loin. Pour moi, il est allé trop loin. À la fin de Innocent Rouge, c'était de plus en plus imagé, c'était de plus en plus un manga d'auteur. Et là, je retrouve vraiment la patte qu'il avait sur les 2-3 derniers tomes de Innocent Rouge, et c'est trop. Surtout qu'on est au début d'un récit. Dans Innocent Rouge, quand il est devenu plus imagé, je connaissais déjà tous les personnages, j'étais déjà à fond dans le scénario, et j'ai pas eu de soucis au fait. Là, j'ai du mal à rentrer dans le récit, parce qu'au fait, il coupe la narration tout le temps, c'est-à-dire qu'il commence un truc, poum, il coupe, il va sur autre chose, poum, il coupe, il va sur autre chose, il coupe, il va sur autre chose, c'est chiant à suivre. C'est imagé à donf, c'est-à-dire que c'est jamais, à part au début, sinon après j'ai l'impression que c'est jamais concret, il se passe jamais quelque chose de concret, et c'est emmerdant, c'est chiant. Surtout quand en fait tu n'es pas encore habitué aux personnages. Les personnages sont emmerdants aussi. Les personnages, tu n'as pas envie de les aimer. Là où, désolé, mais c'était le cas dans Innocent. Même s'il se passait des choses horribles, dures, que c'était vraiment un manga très adulte, j'aimais les personnages, je les trouvais badass. Genre la sœur du personnage principal, qui est d'ailleurs un peu plus le personnage principal dans la 2e partie, était vraiment cool. Là, il n'y a rien. Donc, je vais attendre. Je vais acheter le tome 2 parce qu'au fait, Dracula ne fait pas vraiment son entrée dans ce DRCL, parce que bon, ça reprend l'histoire de Dracula, ça reprend le roman de Bram Stoker. Mais faites attention, là je vais me faire tuer. Faites attention aux gens qui ont reçu le manga par Ki-hoon, parce que c'est pas possible d'avoir autant de gens qui aiment, qui adorent ce manga, c'est pas possible. C'est un manga trop clivant pour que tout le monde adore, kiffe. Les gens qui ont reçu ce manga, il y en a quelques-uns à mon avis qui sont pas très objectifs sur le manga, parce que moi-même qui suis fan de l'auteur, non là ça marche pas. Attention, je dis pas que ceux qui ont aimé, il y en a qui vont aimer le côté très imagé, tout ça, mais pour moi ça va être hyper clivant. Est-ce que vous avez compris que ça allait être clivant ? Et imagé. Ensuite, là c'est beaucoup plus simple, et
putain, qu'est-ce que c'était bon. Je me suis relu du tome 5 au tome 10, Sound of Life, et Sound of Life, Sound of Life, c'est génial. C'est le manga tranche de vie par excellence, très bien fait, très sympa. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, des élèves qui se mettent dans un club de koto, tout ça. Le koto est une excuse, il y a des concours et tout, entre deux, qui te tiennent en haleine ça, mais c'est surtout l'ambiance entre ces élèves, les relations humaines entre ces élèves qui va être vraiment très cool. Et l'autrice arrive toujours, au moment où tu te dis, bon bah maintenant on va où, elle arrive toujours à te ramener un personnage qui va foutre le sbeul, machin, mais qui va finalement être touchant parce qu'elle va développer son histoire. Franchement, Sound of Life, c'est génial. Et dans le tome 8, c'est dans le tome 8 que je t'ai dit qu'il y avait de la romance, je crois. Oui, je crois. Dans le tome 8, il y a de la romance qui s'installe, et je vous prie de me croire que j'étais comme une adolescente de 13 ans devant son premier shoujo, en mode... C'est vrai, j'étais comme un gamin le soir en train de lire ça, en train de rigoler, tout ça. Pourquoi, comme je t'ai dit Cécile, parce que pendant 7 tomes, elle t'a développé des personnages, elle a pas forcément mis de romance, même si tu sentais qu'il y avait un ou deux personnages qui se rapprochaient. Elle avait pas forcément mis de romance, et là tout d'un coup dans le tome 8, bam, ça arrive, et comme t'es attaché au personnage, ça marche super bien. Ensuite, tome 7 de Love Mix-Up. Alors Love Mix-Up, c'était hyper good vibes les 3 premiers tomes que j'avais lus. Je vous ai déjà dit, un kata est long pour sortir Love Mix-Up. Peut-être que ça marche pas tant que ça en vente, alors c'est vraiment marrant. Par contre, le tome 7 a l'air d'être en mode dépressif. Ça y est, ça change. Voilà, peut-être que la fin est un peu plus en mode dépression. On verra bien. On verra bien. Ensuite, j'ai quoi? Là-haut, je vois du rouge. Ah! Coup de chance, j'ai trouvé le tome 7 et 8 de Sakamoto Days d'occasion. Bon, on est à 5 € le tome, à la place de 7 €. Le marché de l'occasion, je les ai pris parce qu'ils sont nickel, quoi. Vraiment, ils sont comme neufs. Donc là, ça vaut le coup, j'ai gagné 4 € sur les 2 tomes. En plus, vous savez, je continue Sakamoto Days, mais je suis pas pressé d'acheter parce que c'est Glénat, et que Glénat, ils impriment beaucoup, donc pas trop de soucis, et que c'est un succès. Donc je suis sûr de le trouver dans 3 ans. Si je veux avancer sur Sakamoto Days, je l'aurai dans toute bonne librairie, je le sais très bien. Mais moi, j'aime beaucoup Sakamoto Days, qui pourtant avait eu du mal à me convaincre sur les 2 premiers tomes. Ensuite, t'en as tout en bas. Tout en bas, Ensuite, tout en bas. il y a Who's Next, tome Oui, 3, pareil, que j'ai chopé d'occasion en même temps que Sakamoto Days. Alors là, pour le coup, on est à 7-8 € le tome, normalement, Who's Next. Et là, je l'ai eu à 4 €. Ça, c'est de la vraie occasion, t'es à moitié prix. Bon, c'est parce qu'ils savent que ça se vend moins, c'est... Voilà. Donc j'ai toujours pas lu Who's Next, j'ai toujours lu que le tome 1. Ah oui, je vous avais donné une mauvaise info, j'avais lu une mauvaise info, attention, que je n'avais pas vérifié, toujours vérifier ses sources, bordel. Ça fait plusieurs fois que je vous parlais qu'il y avait 18-19 tomes, que je savais pas comment ça allait partir, et au fait non, c'est 10 tomes et c'est terminé au Japon. Donc 10 tomes pour un survival, ça me rassure totalement, et du coup... Je vais peut-être prendre le risque d'acheter les 10 tomes tranquillement. En plus, Delcourt Tonkam, des fois ils sont longs à sortir. Quand c'est pas un gros succès, Delcourt Tonkam, ça sort tous les 6 mois, donc je verrai. Voilà. On a Reversible Man. Alors, Reversible Man, pour l'histoire, c'est à Cécile. Oui. Elle a lu les 2-3 premiers tomes il y a... Une éternité, c'est ça. 8 ou 9 ans, on était encore à Chantilly, je crois. Oui, c'était les tout débuts, quand on allait encore à la Japan Expo, tant que les moins de 20 ans... les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. On va dire. Ouais, c'est ça, plutôt. Ça. Et Reversible Man, ça sortait, c'était un tome tous les 3 ans, quoi, un truc comme ça. C'est ça, et surtout, en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome qui sortait, je disais, ouais, c'est terminé, hein. Ouais, c'est terminé, et puis en fait, ça continue, et là, c'est le 6ème tome, c'est vraiment terminé. Du coup, je vais acheter le 6ème tome, parce que je suis un gentleman. Et on a commandé le tome 4-5, donc prochain achat manga, il y aura le tome 4-5, et peut-être qu'on aura lu l'intégrale. Et on pourrait se faire un duo très critique dessus. On peut faire un duo très critique, en plus c'est avec Komiku. Ça... C'est avec Komiku, on peut se faire ils sont disponibles encore, tous, donc on peut se faire un duo très critique, ça peut être très cool. On peut. Ça peut être très cool. On vérifiera que le 1 et 2 sont encore dispo, mais... Parce que j'ai pas envie de faire un duo très critique si les trucs sont plus dispo, tu vois. Oui. C'est un peu bête, on vérifiera ça avant. Mais ça pourrait être sympa. Et c'est un manga très sombre, très dark. Tu m'avais expliqué un peu le synopsis, c'était ouf. Je sais pas si tu t'en souviens un petit peu. Oui, avec les monstres en fait qui sont à la base des humains, qui se retournent littéralement entièrement, d'où le nom Reversible Man. C'est bien trash, hein, très honnêtement. Ouais. C'est pas à mettre dans des mains.
c'est violent, quoi. Ouais, c'est violent, mais en même temps, il y a une vraie enquête par rapport à tout ça, avec des personnages qui sont bien écrits. Ouais, franchement, c'est bien mature. Moi, j'avais bien aimé. C'est pas juste du gore pour faire du gore, tu vois. Il y a du gore, mais il y a aussi du polar, du scénario. Ça sert à l'histoire, en fait. Donc, à partir de là, c'est gagnant. Moi, j'ai rien contre la violence. J'ai rien contre la violence. J'ai rien contre la violence dans les mangas, en fait. Voilà. Précision. Ensuite, les amis, la dernière vidéo achat manga que j'avais faite, je vous avais dit que l'habitant de l'infini, j'avais bien aimé le premier tome, mais il m'avait pas emballé de fou. Et je vous avais dit, bah, je suis pas sûr de faire la suite, je pense que je vais arrêter. Il y a Manga Badass dans les commentaires qui m'a dit, t'es fou, t'es encore en train de refaire une Dandadan. Dandadan, je maintiens que j'aime pas. Premier tome m'a trop arverk. Mais là, comme j'avais ressenti des qualités, le dessin, l'ambiance, c'est le scénario en fait qui est, je trouve au début pas ouf. J'ai écouté Manga Badass et un autre abonné, j'ai plus ton nom, désolé, qui m'avait dit ça se lance, c'est vraiment bien derrière. Et du coup, j'ai acheté le tome 2. J'ai lu le tome 2, j'ai relu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Et au fait, tome 2, putain, c'est génial. En fait, le scénario se lance, il gagne en profondeur, tu te mets à apprécier de plus en plus les deux personnages, et vraiment, mais vraiment, c'est au point où, si je devais refaire mon top 10 2023, il serait très clairement dans le top 10, l'habitant de l'infini. Parce que c'est vraiment top, et c'est au point où je vais lire les tomes à chaque fois qu'ils vont sortir. C'est-à-dire que là, j'ai acheté le tome 3 il y a 2 jours, je vais pas tarder à le lire, et quand le tome 4 ressortira, peut-être que je me referai 2, 3, 4, genre vraiment c'est presque un coup de cœur, les amis, c'est presque un coup de cœur. Donc comme quoi, parfois le premier tome, qui était un tome double quand même, comme quoi parfois, voilà, c'est très profond ce que je viens de dire. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, j'ai écouté Manga Badass aussi, qui sur Instagram a posté ça. Dai Wergelder, c'est le manga en cours de Samura, l'auteur de l'habitant de l'infini. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, le moins de 18. Pas parce qu'il a l'air d'avoir forcément du cul dedans, surtout parce que ça a l'air plutôt adulte. Violent, adulte, et on retrouve le trait de Samura, très crayonneux, très violent. Alors l'action, c'est pas ce qui dessine le mieux. C'est pas ce qui dessine le mieux. Par contre, dans l'habitant de l'infini, il y a des doubles pages des fois, mais absolument magnifiques. Et du coup, je l'ai pas lu, je l'ai acheté hier. Je l'ai pas encore lu, avant-hier. Mais je vous tiendrai au courant, pourquoi pas dans un petit short ou quoi. Si j'ai pas le temps, ce sera dans le prochain achat manga ou quoi. Par contre, attention, c'est 7 tomes en cours depuis 2013. Alors, j'espère que Pika l'a sorti parce qu'ils ont l'info que l'auteur s'est remis, tu vois, à dessiner et que peut-être que le tome 8 c'est le dernier. J'espère. Comme Mangetsu, je défonce tout le temps Mangetsu, mais il faut les applaudir quand ils font quelque chose de bien, avec Mibu Gishiden, qui a commencé à nous sortir Mibu Gishiden, ça faisait 20 ans que c'était en parution, par les mêmes auteurs que Popoya d'ailleurs, le cheminot, et qui a commencé à nous sortir Mibu Gishiden au moment où il savait qu'on arrivait à la fin du manga. Maintenant, Mibu Gishiden a 20 tomes terminés au Japon, je crois. Donc ça, c'est très cool de la part de Mangetsu d'avoir sorti le truc au moment où tu vas pas rester bloqué à attendre, voilà. Donc j'espère que Pika, ils ont fait à peu près pareil, que c'est pas pour surfer sur la vibe l'habitant de l'infini qui ressort. J'ai peur que ce soit un petit peu ça, ouais. Mais en tout cas, je me dis que si c'est vraiment bon, ce sera 7 tomes de plaisir et on verra si on a la suite un jour. Un peu comme Vagabond, Nana, voilà. On verra. Ensuite, Gigantis. Gigantis, je vous en avais parlé, j'ai acheté le tome 4 et 5. Gigantis, ah merde! RIP mon manga. C'est ton manga en plus, moi. Oui. On s'en fout, c'est ton manga. Forcément, c'est le mien. Mais en plus, il le remet n'importe comment. Vous êtes témoin, vous êtes témoin. Là, je vais le ranger après. Donc, Gigantis, je vous l'avais mis dans mon top, je crois, en 9ème place, quelque chose comme ça. Voilà, ultra violence, les humains attaqués, tout ça. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, donc je vais pas vous faire le résumé à chaque fois. Mais j'avais peur, comme c'était fini en 5 tomes, j'avais peur que ce soit abandonné. En effet, ça a été abandonné. En effet, il y a dû avoir un manque de succès au Japon, ça a été abandonné, mais l'auteur s'en sort bien. Le 5e tome, franchement, il reste de qualité. Tu sens qu'il allait dans une direction, vraiment, que le manga allait vraiment, évoluer, s'émanciper de son scénario, mais du coup, ça s'arrête là. Donc c'est un peu énervant,
parce que tu sens qu'il allait sur quelque chose qui pouvait être grandiose, mais il n'y va pas du coup, et ça énerve. Surtout que ce manga est vraiment de qualité, mais il se termine sur un arc où franchement, c'est bon, ça va. C'est le manga abandonné que j'ai lu qui franchement s'en sort le mieux. J'avais lu Blue Eye Sword qui avait été abandonné au bout de 8 tomes et c'était une catastrophe. Le gars il était parti dans des directions à la Kingdom, etc. avec des royaumes, des machins, et d'un coup, manga abandonné, oh là là, c'était une catastrophe. Vous avez lu, j'avais lu aussi chez Kana, le mec qui porte sa femme, un shonen, le mec qui porte sa femme dans un cercueil, je n'ai plus le nom. Mais le shonen était très bien, il partait, il avait développé plein de choses. Pareil, la fin c'était allez, là c'est pas le cas. C'est-à-dire que sincèrement, vous pouvez acheter Gigantis si ça vous intéresse. En sachant qu'il y aura quand même une petite. C'est chiant, on n'a pas la fin. Bien à pas de remettre mon manga. Mais du coup, après, je sais pas si je vais le relire un jour. C'est parce que du coup, tu sens que le manga partait bien et que Ouais, il marque pas comme il devrait marquer. Voilà. Non, mais ça, du coup, c'est le tome 1. C'est le tome 1 qui est à l'envers. Exactement. Il faut que je le remette. Exactement. Du coup, je crois que c'est tout ici. Là, t'en as là aussi. J'ai acheté le tome 5 de Make Up With Mud. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai lu que le premier tome de Make Up With Mud. Nouveauté, c'est terminé en 8 tomes au Japon. Donc je pense qu'à la fin de l'année, on devrait avoir tout avec Meian. On devrait tout avoir. Et Make Up With Mud, ça ne parle pas que de maquillage, ça parle surtout d'une femme qui vit avec un homme tyrannique, comment on dit pervers narcissique. Pervers narcissique, merci. Et qui va se faire un ami qui est... je sais même plus, non, il est même pas homo, il aime juste se grimer en fille. C'est ça. Et du coup, c'est lui qui va lui permettre un peu de se libérer de l'emprise de son mari. En tout cas, le premier tome, c'était ça, et tu sentais que ça allait vers ça, et c'était vraiment très bon. Vraiment très sympa. Et ça ne parle pas que de maquillage, voilà. C'est bon à savoir. Je pense qu'il a un titre. Il a un titre qui fait que beaucoup de gens vont se dire je m'en fous du maquillage et qui vont passer à côté, alors qu'au fait on est plus franchement ça pourrait être édité chez Akata. Si vous voyez, Akata aurait pu éditer ce manga clairement. Il y a l'autre côté, c'est ça? Ouais, on va... Hop. Attends, laisse-moi arriver. Je fais des petites coupes entre deux de toute façon, pour pas que les gens voient trop le bordel en plus. On le voit pas, j'ai bien filmé. J'ai acheté d'occasion. D'accord. D'ailleurs, Make Up With Mud, je l'ai acheté aussi d'occasion. Egrégor d'occasion aussi. Donc Egrégor, il me manque le tome 2 et le tome 5 et le tome 9 pour pouvoir enchaîner et me les lire enfin parce que ça me dit bien Egrégor. C'est tellement random les numéros qui te manquent. C'est parce que je les achète d'occasion. J'ai acheté que le tome 10, 9 oui, parce qu'il est en version collector. Qui est une version collector. Et en fait, du coup, j'achète un peu d'occasion. Et là, je pense sincèrement que... Oui, pour ce qui te manque. Voilà. Oui, parce que c'est Meian, du coup, tu voulais acheter au max d'occasion, c'est ça? Non, Meian, j'ai rien contre eux, c'est une super maison d'édition. Ah, mais oui, au contraire. C'est juste qu'ils font des trucs d'occasion sur Anime Store, donc de temps en temps, j'achète d'occasion. Ah oui, sur Anime Store, ok. Quand j'ai l'occasion. Non, Meian, c'est une super maison d'édition, je trouve. Il y en a qui sont pas d'accord, mais... T'attends pas, regarde, ça fait The One, ça fait 1 an et demi, on est au 14e tome. Ouais, ça fait presque 2 ans, 14 tomes sortis pour un titre qui doit pas être non plus ultra vendeur, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ça, franchement. Donc on a Cicatrice, je vous ai fait une vidéo dédiée à Cicatrice, parce que il y avait eu un bad buzz, parce que ça va parler d'homophobie, d'homosexualité, etc. De transsexualité. Non. Vas-y, aide-moi, Cécile, je sais plus. Transgenre. Ouais, transgenre, merci, je suis complètement perdu avec tout ça, moi. Cécile est plus au fait. Et Vega Dupuis, donc c'est un Chilien qui a fait ce manga, et il y a eu un bad buzz énorme. Je vous envoie vers ma vidéo que j'ai faite si vous voulez en apprendre plus. Et ce manga, moi, m'a énormément plu. J'ai ma pote Servane qui, elle, a pas trop aimé, mais elle lit beaucoup plus de mangas comme ça que moi. Elle lit énormément de mangas qui traitent de ce genre de sujet chez Akata, etc. Et elle m'a dit, c'est du Shoujo Oshimi, vous savez, celui qui a écrit Les liens du sang, dans l'intimité de Maritza. C'est du Shoujo Oshimi de Wish, un peu, elle m'a dit. Moi, j'ai pas ce ressenti-là du tout, mais après, j'ai jamais lu de Oshimi. Donc,
À part 2 tomes dans l'intimité. Après, il faut se remettre dans le contexte que lui, c'est son tout premier manga. C'est ça, lui, c'est son tout premier manga de ça. Et moi, je l'ai noté 16 sur 20. J'ai trouvé vraiment très cool. C'est mon vrai ressenti. Hein. J'ai vraiment trouvé ça bien. Je me suis trouvé d'occasion Tesla Note de Vega Dupuis. Et c'est ma première déception de chez Vega Dupuis, je vous avoue. C'est pas mauvais, mais je suis pas la cible. Là, vraiment, c'est trop shonen pour moi. Trop léger au fait, enfin léger, je sais pas si c'est le mot, mais y a léger niveau scénario quoi. Ouais, il y a quelque chose qui m'a pas emballé. Je suis resté assez froid sur Tesla Note. J'ai lu les 4-5 premiers tomes et j'ai arrêté pour vous dire. Ça, prochain tri de la Mangatech. Ça partira très certainement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé Tesla Note. Vraiment là, j'ai pas plus adhéré que ça. Je ne crois pas avoir acheté d'autres choses. Si là, je vois un truc vert qui dépasse de Kiun. Merci. C'est le Black Museum de Fujita, un Crescent Moon. Alors je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu déjà parce que j'ai confiance en Fujita pour faire des trucs un minimum de qualité. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes de prévus. Donc oui, au pire, le risque est pas très grand quoi. Voilà. Bon après, c'est des tomes. J'ai pas regardé le prix, mais je crois qu'on doit au moins 10 balles parce que c'est des beaux tomes. Peut-être pas 10 balles, mais au moins 9 euros, je pense, celui-là. Je sais pas trop, mais en tout cas, ceux-là, on était plus chers, les Springald et tout, donc 3 tomes de prévus, c'est du Fujita, c'est le trait de Fujita, il est bien présent. Il y a de la lecture, on n'est pas encore en mode Hunter x Hunter, mais bon... on ne peut pas battre Hunter x Hunter. On peut pas battre Hunter x Hunter à ce niveau-là. Il y a Bakuman qui est pas mal dans le genre aussi. Ouais, mais Bakuman, ça s'explique aussi par le style du manga. Ouais, c'est ça. Bakuman, je mettais des fois 2 heures à le lire. Donc voilà, je pense que c'est fini pour les mangas. C'était déjà pas mal. Il y en a pas de l'autre côté ? Ah si, mais il y en a de l'autre côté. Merci Cécile. Mais je t'en prie. Après, c'est les classiques de l'autre côté. C'est les classiques. Il y a un moment donné où ce sera fini tout ça. Alors, Crying Freeman, tome 2. Je l'ai mis dans mon top. Je crois que je l'ai mis 4ème. Crying Freeman, Ikegami, tout ça. Vous le savez. Ouh là là. Non, c'est bon, il n'y a pas les sexes parce que j'ai pas envie de me faire strike. Bon, les pages couleurs, vraiment pas très belles, ne nous mentons pas. Limite, je préfère le noir et blanc de Ikigami. On n'a pas vu les seins. J'ai pas vu. Bon, c'est compliqué de vous montrer du Ikigami parce que c'est très adulte, il y a des seins, il y a des hommes à poil, il y a du sang. C'est très compliqué pour pas se faire strike la chaîne sur YouTube. Ensuite, j'avance dans Dragon Ball. J'ai acheté le tome 21. C'est Freezer. C'est Freezer. J'avance doucement parce que en plus j'avais fait un marathon Dragon Ball et il faut que je fasse le marathon Dragon Ball Z. Et donc il faut que j'avance dans cette perfect pour vous faire le marathon. Mais du coup, comme je connais l'histoire par cœur, automatiquement j'ai pas un budget en ce moment ultra extensible. Je me dis le mec qui a beaucoup acheté quand même ce mois-ci. Ouais, mais il y avait plusieurs mois. Ouais, non, dans le manga là il y a un mois. Mais je mets 300 balles par mois quoi. C'est pas un budget non plus illimité, 300 balles. C'est un très beau budget mais c'est pas illimité. Du coup, j'ai un peu de mal à acheter Dragon Ball Z que je connais par cœur. C'est psychologique. Ouais, mais c'est logique en même temps. Ouais, voilà, c'est logique. Donc je prends mon temps, un petit tome par-ci, un petit tome par-là. Par contre, là où je veux pas me faire larguer, c'est Naruto, la Perfect Edition, parce que ça sort tous les mois. Là-dessus, Kana fait un taf de fou quand même pour nous sortir l'édition. Il y a vraiment des gens qui doivent bien taffer pour nous la sortir tous les mois. Mais du coup, je veux pas prendre trop de retard parce que j'aurais du mal à l'acheter. Ne nous mentons pas. Parce que pareil, je connais Naruto. Même si je vais me les relire le jour où c'est complet. Et d'occasion, c'est pour ça qu'il y avait Michael Prismed et Grégor, j'ai complété les Baki d'occasion avec Anime Store. Anime Store, vous connaissez, il y a du danger, on peut les recevoir un peu abîmés. Là, par exemple, j'ai le bas qui est comme ça. Ah oui, effectivement. Voilà. Je vais mettre un petit bout de scotch en dessous. Un petit bout de marqueur noir après, tu sais. Et vous verrez que ça passera très bien. Mais bon, on voit que du coup, il y a les dessus un petit peu abîmés, tout ça. Voilà. C'est de l'occasion. Mais à ce prix-là, quand tu te chopes des tomes comme ça à 6,80€, enfin moins de 7€, sincèrement, tu peux pas te plaindre, quoi. C'est vraiment top. Et avec les The Breakers, ça commence à faire une très belle collection de la part de Mayan quand même. Les Baki et les The Breakers, franchement, c'est joli. Je crois qu'il t'en reste un en bas, Stéphane. Yawara, tome 15. Ma plus grosse pigeonnerie de toute ma Mangatech, je pense. Bah oui, carrément. On est à 15€, 15,50€, ça, voilà.
Je m'excuse aussi, dans la dernière vidéo, j'avais pas trouvé l'info pour sous-bouteille de Mangetsu, que j'ai encore défoncé. Enfin, j'ai défoncé, oui et non, mais... Voilà, sous-bouteille va être en grand format. Normalement, en gros, en format comme ça, à 10€. Donc pour le coup, en qualité-prix, bon 192 pages ça va être un peu moins épais peut-être, mais en qualité-prix 10€, un format comme ça, c'est vachement bien. Donc j'ai eu l'info après avoir posté la vidéo malheureusement. Donc pour le coup c'est vachement bien. Après Mangetsu, ils nous ont déjà fait le coup plein de fois d'augmenter le prix derrière. Donc, ouais, ils te font le premier tome à 10€ et puis après... Ouais, ou les 2 premiers tomes à 10€ et puis d'un coup ça passe à 11,50, tu vois. Ils font comme les collections Atlas, c'est pour... Ouais, non mais ça fait plusieurs fois qu'ils le font, hein. Donc voilà, on sait jamais sur quel pied danser. Mais en tout cas, ça reste un prix très correct, 10€ pour ce genre d'édition. Du coup, je vais le dire pour l'instant, bravo Mangetsu. Putain, ça fait 2 fois dans la même vidéo que je dis du bien de Mangetsu, oh là là. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Stéphane, c'est une doublure. Alors, et action. Action! Et on arrive, paf, sur les comics BD, et après livres qu'on a eu à Noël, etc. Et moi, il y a 4-5 mois d'achat comics. Donc automatiquement, il y en a beaucoup. J'ai quand même un peu moins lu de comics que de mangas. On arrive avec Batman, Joker, Deadly Duo de Marc Silvestri. Alors Marc Silvestri, c'est un grand ponte du comic, c'est quelqu'un qui a bossé sur les X-Men et tout, qui était très coté dans les années 80-90. Et là, il a 60-65 ans et il a bossé pendant 5 ans sur cette BD. Où, comme son nom l'indique, le Joker et Batman vont devoir nouer une alliance contre un ennemi commun. Et franchement, je l'ai lu il y a une semaine, non, même pas 3 jours, 4 jours. Et franchement, c'est très cool, très sombre, très adulte, très polar, très enquête. Et c'est du Batman, quoi. Alors moi, je sais pas ce que je préfère dans le comics Batman, mais on sait que c'est un énorme succès. Batman tient les comics en France à lui tout seul. Ne nous mentons pas. Mais alors regardez les traits, les dessins, on est sur quelque chose de très qualitatif. J'aime beaucoup le trait un peu à l'ancienne de Marc Silvestri. Je vais trouver un petit peu... Hop. Alors c'est des comics, hein. Les comics, il y a quand même... Je vais me faire peut-être insulter, hein, plus de travail que sur les mangas, je trouve, parce qu'il y a la colorisation et même les dessins de base. Après, je sais pas si c'est comparable. Est-ce que c'est la colorisation ou est-ce que non, après, je pense surtout que c'est pas comparable dans le sens où les mangas, il faut qu'ils sortent selon les maisons d'édition en un mois selon entier, journaux, ouais. une semaine, 3 mois, alors qu'une BD en général, ça prend entre 1 et 2 ans quand même. C'est pas... Là, le mec, bon, il est en pré-retraite, hein, il est riche, Marc Silvestri, il a plus besoin de travailler, là, il l'a fait pour le plaisir, clairement, et le mec a mis 5 ans pour la faire. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que ça sera jamais comparable, parce que pour moi, tu peux comparer la BD, parce que t'as beaucoup de BD francophones qui sortent quand même à un rythme assez grand, et encore, même là, c'est très rare de voir une BD. Voilà, c'est ça, c'est 1 an, au minimum 6 mois, donc pour moi c'est vraiment pas comparable. Il suffit de voir les mangas français qui sont sortis, je trouve qu'il y a une qualité, il y a un truc, parce que les mecs bossent pendant 1 an. À Noël, par une amie que nous avons en commun, j'ai eu Incognito, donc elle a reçu un peu abîmé malheureusement, de Ed Brubaker. Alors, Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est un duo qui fait du gros polar, ils sont connus pour la BD Criminol, je sais pas si vous la connaissez. Et j'ai lu Incognito, j'ai bien aimé. Ça revisite un peu le super-héros, hein, c'est un classique. C'est très très sombre, très très dark aussi, très violent, dans le style comics, hein, ne nous mentons pas. C'est souvent plus violent les comics aussi. Alors Sean Phillips, ce style de dessin, là on est sur un style qu'il faut apprécier quand même. On est sur un style qu'il faut aimer, on s'y fait vite. Il travaille plus en aplat de couleurs et ça. pas... Ouais, exactement. Mais j'ai trouvé ça très très bien sur la première partie et moins bien sur la deuxième partie. Et on m'a dit que clairement Incognito était un de ses moins bons. Alors j'ai trouvé ça quand même sympa. Donc je me dis que si j'ai trouvé ça quand même sympa, alors que c'est un de ses moins bons, c'est que Ed Brubaker ça doit être vraiment pas mal. Fondu au noir aussi de Ed Brubaker. Donc là il est un peu plus nickel celui-ci. Chez Delcourt, hein, toujours. Mais là on est sur des tomes... On est sur des tomes à 30 balles, hein, ça à peu près. C'est Kmé aussi qui te l'a acheté. Ça, c'est Kmé qui me l'a acheté aussi. Je l'ai toujours pas lu, mais on est sur un polar des années 70. Toujours pareil, hein, même dessinateur, même duo. Mais je préfère déjà le dessin de celui-ci. Je sais pas si c'est la colorisation qui est plus sympa. Ouais, on a vu un boobs.
Mais voilà. Du coup, celui-là, je vous avoue que je l'ai pris, je ne sais pas ce que ça raconte. Je suis en mode... je prends, c'est tout. Ça, Grizzly Shark. Alors on est sur un des dessinateurs de Invincible, Daniel, c'est Otley, attends c'est ça, c'est Ryan Otley. C'est what the fuck, hein, mais c'est des requins tueurs qui genre nagent entre les arbres et tout. C'est complètement débile, mais franchement j'ai rigolé plusieurs fois. Vous voyez, voilà, la page l'aileron de requin. Rien que la première histoire te met déjà bien dans l'ambiance, quoi. Si vous aimez le what the fuck, et l'humour, franchement, c'est une très bonne BD, c'est un très bon comics à prendre, Grizzly Shark. En plus, ça soutient un éditeur vraiment. Là, on est dans la niche hein, du comics. Comics Initiative fait que des comics en participation. Comment on dit avec Ulule par participation, quoi, où au fait les gens. Financement participatif. Financement participatif, parce qu'en fait sinon ils peuvent pas tenir, ils tiennent pas. Et après, voilà, ils ont peut-être 500 tomes ou 1000 tomes, je sais pas, qu'ils envoient chez les libraires en espérant en vendre le plus possible. C'est comme ça que ça marche pour Comics Initiative, c'est vraiment pas une grande maison d'édition. Ensuite, Kmé m'a aussi offert, elle m'a fait un bon Noël, Freak Squill. Alors là, on est sur de la BD française. C'est le label 619, vous savez, j'arrête pas d'en parler, le label 619 dernièrement, c'est mon nouveau label de fou. Ça d'ailleurs c'était le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Donc il y en avait je crois pour 20 €, un truc comme ça, voilà, tome gratuit. Et celui, bon il y en avait pour 20 € les deux. Freak Squill c'est assez coté quand même. Il y en a 7-8, un truc comme ça, ou une dizaine pour terminer. Et après il y a d'autres mangas, des stand-alone quoi. Des mangas. Voilà, je confonds entre manga comics, il y a d'autres BD, c'est BD comics, ça je sais pas. Mais du coup je l'ai pas lu encore parce que ça coûte cher et que si je lis et que je kiffe, à part que j'achète la suite vite, et j'attends d'avoir des gros salaires pour me faire plaisir à un moment donné. Et là on est en noir et blanc en plus et j'aime bien le style, j'aime beaucoup le style. Je sais que quand Kmé l'a vu dans ta liste, elle a dit je ne peux pas ne pas lui acheter en fait. C'est obligé qu'il l'ait lu. Elle qui a travaillé chez Ankama parce que c'est le label 119 avec Ankama qui a sorti Freak Squill. Donc je sais que voilà, quand je vais me lancer dedans, il y a de grandes chances que je dois m'enchaîner la suite. Ensuite, une BD qui me faisait de l'œil depuis qu'elle était sortie, Les Guerres de Lucas. C'est une BD qui raconte la galère qu'a vécu George Lucas pour réussir à sortir Star Wars, pour réussir à convaincre les producteurs, etc. Alors je l'ai acheté il y a 5 jours, hein, donc je n'ai pas eu le temps de la lire. On reconnaît bien George Lucas ici. Hein, Alors le style de BD est peut-être pas extraordinaire, j'aime bien le fait qu'on retrouve que des petites couleurs par-ci par-là. Mais de sources sûres par plein de gens, c'est vraiment génial à lire et je pense que c'est un must-have pour tout fan de Star Wars à avoir. Et c'est un énorme succès, on est déjà à 50 000 ventes, un truc comme ça, ce qui est énorme dans la BD ou comics aujourd'hui. Le comics n'en parlons même pas, je pense que quand ils font 2000 ventes, ils sont super contents. Ensuite, là c'est une très belle pièce de collection, je me suis acheté, 300 par Frank Miller, c'est l'édition Prestige limitée. Parce qu'il l'avait sorti, vous savez, en cartonné, en coupé, là, en taille normale. Mais ça, l'édition de base, Frank Miller l'a sorti comme ça. Donc pour moi, je ne me voyais pas ne pas respecter la vision de l'artiste, en fait, en lisant un truc qui a été modifié, dont le format a été modifié. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Donc au début, on a le droit à des petites infos qui nous parlent du film, etc. J'ai feuilleté un peu. Alors faut accrocher au dessin, hein. C'est Frank Miller, c'est assez vieux, mine de rien, mais c'est un énorme classique du comics, 300. Et faut accrocher parce que faut accrocher, non, je l'ai feuilleté, je bug totalement. Je l'ai feuilleté et ça a l'air de suivre énormément le film. C'est-à-dire que le film a l'air d'avoir bien suivi le comics, quoi. Non, franchement, je suis pressé de me le lire, je suis pressé de me faire ça. Frank Miller, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le monsieur qui a fait Sin City, hein, par exemple, qui est quand même assez connu aussi. Hein. Donc, c'est un grand ponte du comics aussi. Mais pareil, Sin City, les dessins, faut s'y faire. Ensuite, on retourne avec Garcenis, celui qui a fait Pressure, The Boy, je vous ai dit, c'était mon nouveau dieu.
au mois de septembre, avant d'être en arrêt maladie, j'ai craqué. C'est aussi Comics Initiative qui faisait ça sur son propre site. Garcenis a fait Hommes de guerre et Femmes de guerre. C'est des récits de guerre qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu Hommes de guerre qui était sympa, sans être non plus fou. Et je n'ai pas lu Femmes de guerre, parce que ces gonzesses, on s'en fout quoi. Au bout d'un moment. Ouais, des gonzesses à la guerre, hein, non, franchement. Ça va quoi. Non, en plus, c'est celui qui m'intéresse le plus. Parce qu'autant Hommes de guerre, j'en ai lu 10 000 des récits comics, machin, sur la guerre, autant Femmes de guerre, il y a tellement de sujets abordés, peut-être un peu plus intéressants au final, enfin un peu plus intéressants, non mais ça change, on va dire, ça change. Et donc c'est une édition collector limitée à 185 exemplaires. C'est très précis. Parce que c'est marqué là, je l'ai lu avant, c'est pour ça. Et en plus, j'ai la signature de Garcenis dedans. Et ouais les amis. Gasp. Gasp. Voilà. Donc c'est une jolie pièce. Bon, les deux m'ont coûté 90€. C'est... Fallait le vouloir quoi. À l'unité? Non, les deux. Ah. 45€ le tome. C'est cher. Moi ça me choque pas. Mais c'est 185 exemplaires. Bah oui, c'est ça. Et avec la signature de l'auteur dedans, tout ça. Donc c'est... voilà, c'était un beau achat que je me suis fait en septembre. Que je me suis... J'ai pesé le pour et le contre et tout quand même parce que voilà. Ensuite, de Garcenis aussi. Alors, faut savoir que Garcenis, c'est soit il te fait des trucs ultra irrévérencieux, ultra vulgaires, complètement perchés avec des pouvoirs, des machins, soit il te fait de la guerre. C'est... voilà. C'est Madeleine de Proust. C'est exactement ça. Alors, celui-ci, pareil, je l'ai pas lu encore. On est encore chez Comics Initiative, donc je les ai pas mal soutenus dernièrement. Sauf celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Bah, il était quand même à 40 balles, je crois. Hein. Et ça commence à faire un peu cher, même s'il a le dos tissé, qu'il a une belle épaisseur. Il était à 40 balles, c'est pas l'édition collector non plus, tout ça, tu vois. Et bah, j'ai dû l'avoir à 25€ sur Vinted, un truc comme ça. Je suis moins fan des dessins sur celui-ci. Mais par contre, à ce qui paraît, c'est un de ses meilleurs récits de guerre. Donc pareil, je vais me faire ça à l'occasion. Vous allez vous dire, ah, il lit rien. Bah ouais, mais... Entre les mangas pour la chaîne et les comics, c'est compliqué. Et les livres. Ensuite, un des plus gros succès comics de ces dernières années, The Nice House on the Lake. Je l'ai lu celui-là, j'ai lu les deux. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le plus gros succès comics vraiment depuis longtemps et on est à 50 000 exemplaires sur les 2 tomes vendus. On est genre à 30 000 sur le premier et à 15-20 000 sur le deuxième, en gros on est assez dans ces eaux-là. Là il vient de recevoir un prix à Angoulême, du coup ça va peut-être l'aider. Et surtout Urban a été intelligent, c'est qu'ils font une collection qui a un format BD. C'est pas bête. Leur but, c'est un peu de se retrouver dans les rayons BD. On va pas se mentir, pour essayer de vendre un peu plus. Parce que les gens ne vont pas dans le rayon comics, alors que franchement, ça vaut toutes les BD du monde. Voire même... je vais pas dire que c'est meilleur, mais... C'est différent. Non, c'est différent, mais ça vaut... voilà. The Nice House on the Lake, on va suivre un groupe d'amis qui a invité par un de leurs amis en commun à venir passer un week-end dans une maison absolument magnifique. Mais il va s'avérer que cet ami, un peu bizarre, fait partie d'une... Je veux pas trop spoiler, il fait partie d'une organisation un peu spéciale. Je peux pas spoiler plus. Et en gros, bon bah eux, ils vont se retrouver, ça va être un huis clos. Là, je vous parle, c'est ça, hein. C'est peut-être le début, comme ça, je vous ai parlé de ça, voilà. Mais sinon, on est sur quelque chose de pas mal. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'est très polar et tout. Alors attention, les dessins, pareil, c'est pas les meilleurs dessins que j'ai vus de ma vie, mais on va dire qu'ils servent bien l'ambiance, ils servent bien le récit. Et ça change aussi de couleur et tout. C'est ça que j'aime bien avec les comics, c'est que t'as quand même des changements d'ambiance. Grâce à la couleur, en fait, ils peuvent se faire plaisir, les artistes, tu vois. Là, quand même, c'est beau, tu vois, c'est de l'art pour moi. Bon, j'en montre pas trop parce que s'il y a des gens qui veulent le lire. Bah franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors après, succès improbable parce que je trouve ça pas mal, mais je dirais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre absolu à avoir absolument dans sa collection. C'est vraiment bien, voilà. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Et c'est assez incroyable, mais heureusement pour Urban que bah y a, à part Batman, qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent entre deux. Ensuite, on a Bayou Bastardies par Neyef. Je vous ai parlé de Okae, par Neyef, dessiné par Neyef. Okae, qui était mon énorme coup de cœur de 2023. L'auteur, c'était Neyef, justement. Du coup,
Le label 619 s'est remis d'accord avec Ankama parce qu'au fait ils se sont séparés. Maintenant le label 619 est édité par Rue de Sèvres. Et ils se sont remis avec Ankama pour ressortir ça parce qu'à mon avis les deux ils se sont dit bah avec le succès de Negev sur OKE, 100 000 exemplaires vendus je vous rappelle, pour une BD française c'est assez énormissime. Et bah tu vois qu'il s'est amélioré dans OKE quand même. Et alors ça j'ai commencé à le lire mais j'étais chez le médecin et il y avait malheureusement un jeune homme sourd et muet. Je sais pas si tu l'as vu, le petit black qui a un petit appareil là, la dernière fois, ça fait déjà 2-3 fois qu'il est avec moi en même temps chez le médecin. Et du coup comme il est muet et sourd, et en fait il fait des 1, 1, 1, 1. Et en fait quand t'as quelqu'un à côté de toi qui fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, pour lire c'est juste mais impossible. Du coup j'ai rien bité aux 2 premiers chapitres que j'ai essayé de lire. Et j'ai même trouvé ça nul du coup parce que j'ai rien compris. Donc il faut que je relise quoi. Donc vous avez vu j'ai la lecture comics. J'avoue que là je vais lâcher un peu la lecture manga parce que j'en ai lu pas mal. Et je vais aller un peu sur la lecture comics prochainement parce que j'en ai beaucoup à lire quoi. Ça je l'ai lu. Garcenis encore qui revisite Nick Fury, le personnage très connu. Oui, Nick Fury avant d'être interprété par... Non mais oh mais tu t'éternues pas quand je parle hein. Nick Fury avant d'être interprété par Samuel Jackson était blanc aussi. Donc là on est en 2006. Et la première histoire fait très Garcenis avec des trucs improbables. Le personnage de Nick Fury est juste mais exécrable. Mais t'aurais un mec qui parlerait comme ça devant toi, tu te dirais mais ça existe, c'est pas possible. Voilà, et c'était sympa. Et la deuxième partie, ça raconte la jeunesse de Nick Fury pendant la guerre. Donc il repart sur ses amours de la guerre. La première partie, j'étais un peu en mode moi c'est de la guerre, moi bof. Et au fait la seconde partie tu te retrouves dans une sorte de huis clos à savoir s'il y a des personnages qui mentent ou pas, machin, et j'ai kiffé. Donc au fait dans l'ensemble c'était sympathique. Là on est à 32 € quand même, hein, parce que c'est une sorte de deluxe de chez Panini. Puis bon toujours pareil, un papier glacé, couleur, voilà, 32 €. Hein. À Noël par Cécile. J'ai eu Spider-Man, Miles Morales. Alors ça regroupe toute la première partie, toute la première apparition de Miles Morales dans l'univers Ultimate. Je me plongerai plus dans les explications le jour où on fera une vidéo Comics Tech un petit peu, enfin bibliothèque, où je vous parlerai vraiment de tout. Je l'ai toujours pas lu non plus. En même temps, bon, c'est à peu près ce qui se passe quoi. Mais voilà, c'est l'omnibus, hein, c'est le genre de truc que tu demandes à Noël, que tu t'achètes pas toi-même, clairement. Et il coûte son prix. Hein. Ah bah oui, clairement, c'est... Voilà. Alors, c'est 90 €, c'est ça ? Oui. 90 €, mais alors t'as genre 800 pages, papier glacé, tout ça. Au final, quand tu remets en perspective, c'est pas si cher que ça. Et donc si un jour je dois assommer quelqu'un, je saurais quoi prendre. C'est ça, c'est pas si cher que ça, c'est le prix normal en fait, quand tu regardes comparé à d'autres choses. Ensuite, est-ce que vous voulez prendre une claque ? On a la dernière BD, or pareil, hein, collection Urban qui du coup essaye d'aller chercher les BD avec les comics. On a le dernier comics de Libermero. Pour ceux qui connaissent Libermero, c'est un putain de génie du dessin. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop réaliste. Moi je trouve que c'est une claquade absolue. Je ne l'ai pas lu parce que le tome 2 sort début mars et je vais clairement me lire les 2 tomes en même temps. Alors, hop là. Au début on est en noir et blanc et moi je vous laisse regarder, hein. Pour moi c'est une claquade, absolue niveau dessin. J'adore, moi j'adore. J'imagine le temps que le mec doit passer à dessiner ça. Voilà, et on va aller plus loin et vous allez voir que ça change de style. Alors je sais pas si, à mon avis ça doit servir l'histoire. Ça va changer de style, il y a la couleur qui arrive et le mec change de style. Vraiment, c'est-à-dire que le mec est pour moi un génie du dessin. Je sais que déjà quand je vais me lire ça, je vais en prendre mais plein la gueule. Alors j'espère que le scénario sera à la hauteur du dessin, parce que peut-être que le scénario sera bidon, hein. Mais je sais pas pour vous, des fois, quand t'en prends déjà plein la gueule avec les yeux, même si le scénario est un peu simpliste, tu vas quand même kiffer. Parce que c'est tellement beau. Je me suis fait la réflexion devant DRCL, je l'ai pas ouvert tout à l'heure, hein. C'est du Shinichi Sakamoto, c'est toujours aussi...
aussi sublime. Ah putain, comme par hasard. C'est toujours aussi sublime. Hein. Vous voyez, quand je vous parle de choses imagées, voilà quoi. Ça servait à rien. C'est bien représentatif. Ça servait à rien, typique. Bref. Et arrivé à la fin du tome, je me suis dit, mais en fait, Steph, si t'enlèves les beaux dessins, je me suis dit, si t'enlèves les beaux dessins qui te posent une ambiance, il reste quoi? Je me suis dit, il reste quoi? Je me suis dit, en fait, il est nul le manga si t'enlèves le beau dessin. Et vraiment, je trouve, un mec qui sait pas dessiner, il te fait la même chose, on n'en parle même pas. C'est sûr. Donc, au label 619, Mathieu Bablé. Alors Mathieu Bablé est très coté quand même en BD française. Il fait de la science-fiction. Et celui-ci est considéré comme un de ses meilleurs, Shangri-La de Mathieu Bablé. Alors il a un trait très spécial, mais j'ai déjà lu Calcium et Silicium de lui, et c'est franchement pas mal. En fait, il a un chara-design très spécifique. Vous voyez ce genre de tête... C'est pas carbone et silicium. Carbone et silicium, j'ai dit quoi? Calcium et silicium. Calcium et silicium. Donc voilà, Mathieu Bablé, il a un style très spécial, mais par contre, en tout cas moi, Carbone et silicium que j'ai lu, il y a de la profondeur, tout ça, c'était vraiment sympa. Et il me tarde de lire Shangri-La. Toujours pareil avec le label 619, on est à 21,90€, donc 22€. Vous avez vu la taille de la BD, vous avez vu le papier bien blanc, de qualité. On n'est pas sur du papier glacé, mais on est sur du papier mat, vraiment de bonne qualité. Vous avez vu le dos tissé, couverture rigide, couleur 30€, 22€. 30€, 22€. Voilà. Quand je dis que c'est cher, mais que bon, je suis d'accord pour me faire pigeonner, parce que c'est de qualité, bon, ça reste quand même cher, hein. Ne nous mentons pas. Mais ça marche pas qu'avec Mangetsu. 25€, 22€. 25€, 22€. Alors oui, c'est plus épais, mais on a de la couleur, couverture rigide et tout. Ne nous mentons pas, les mangas se gavent très bien quand même, parce que ça a un gros succès, quoi. Je vois la pile par terre, j'ai l'impression qu'elle diminue pas. C'est un truc de dingue. Gotham, année 1. Qui va aller à la genèse du château Wayne, de la famille Wayne. Alors avec un dessin un peu spécial. Alors je vous avoue que là, ça fait très... Ce que tu m'expliquais sur les BD, que tu avais souvent... Il y a beaucoup de BD, tu trouvais que la couverture était incroyable, et quand tu ouvrais la BD, tu disais putain, t'étais déçu. Bah c'est ça en fait. Et moi je pense qu'il se tire aussi une balle dans le pied à faire ça. La BD se tire peut-être une balle dans le pied à faire ça. Ouais. Parce que tu vois la couverture, tu dis waouh, c'est magnifique. Tu t'attends en fait à voir la même chose. Alors que les comics ne le font pas, pour le coup. Oui. Regarde. 300, Frank Miller, c'est vraiment son trait. Libermero, c'est vraiment son trait pour le coup. Et là, là ils le font. T'as une super couverture. Gotham City, on est d'accord que la couverture est incroyable et que on n'est plus du tout dans le même style quoi. Quand t'ouvres, alors je trouve pas ça mal dessiné. Mais on est dans un style, on avait beaucoup de dessins animés comme ça dans notre enfance. Oui, c'est vrai. Tu vois, Men in Black par exemple, le dessin animé Men in Black, et les visages carrés comme ça fait très comme ça. Et donc là, on va être sur du thriller et tout. J'ai toujours pas eu. Encore. Putain, le meuble il va se casser la gueule. Là. Alors ça, on va aller vite dessus. Alors ça, c'est la petite niche dans la niche qui est dans la niche des comics. On est sur l'univers Valiant de l'éditeur Bliss. L'univers Valiant, c'est un univers comme Marvel ou comme DC, mais sauf très très peu connu. Je pense qu'on doit être 3 ou 4 000 en France à en acheter. Pas beaucoup en tout cas. Et à ce qui paraît, c'est vraiment un bon univers. J'ai acheté ça parce qu'au fait, sur Ulule, au lieu de bousiller leur stock invendu, comme beaucoup d'éditeurs, Bliss est tellement pris à la gorge parce que c'est quelque chose qui marche très peu que en fait ils préfèrent revendre leur stock, un peu comme ce que Megan fait par Anime Store. Et ils passent par Ulule, donc tu passes par Ulule et en fait Exo Manoir, j'ai pris les 3 tomes, je vais essayer ça. Là on a du récit de science-fiction qui s'appelle Divinity. J'aime bien la couverture de... Non, le celle-ci. Ouais. Et ça, ça va avec Divinity, si je dis pas de bêtises. Hein. Et du coup, je me suis pris ça, mais alors à des prix, je sais plus vraiment, mais genre 35€. Parce que c'est pour éviter le pilonnage, et ça, eux, financièrement, ça leur permet
d'absorber les pertes en fait. Et bah tu comprends qu'ils sont obligés de le faire, hein, parce que sinon ils meurent. Je vous ai parlé de Joker, Batman, Deadly Duo, que Marc Silvestri c'était un grand ponte. Et ben j'ai ça, Cyberforce. Marc Silvestri était sur X-Men. Il s'est fait vraiment un nom sur X-Men, sauf que Marvel était en mode non, fais pas ça, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Fais plutôt comme ça. Fais plutôt comme ça, machin. Ça lui a cassé les couilles. Il est arrivé, il est parti de chez Marvel. Maintenant que je me suis fait un nom, il a dit paf, je me fais Cyberforce. Cyberforce, c'est ni plus ni moins, mais ni plus ni moins hein, que X-Men. Hein. Là, t'as Cable, là, t'as Colossus en féminin, là, t'as Wolverine. C'est ni plus ni moins que X-Men. Hein. Et ça, dans les années 90, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Donc le mec est devenu millionnaire. À savoir que quand ils bossent chez Marvel, par exemple, ils sont payés à la page. Donc c'est un boulot, je sais pas, les mecs ils gagnent 3-4 000 balles par mois peut-être. Peut-être que quand ils se font un nom, ils gagnent un peu plus, tu vois, mais ils deviennent jamais riches en travaillant avec Marvel. Ça. Par contre, ils se font un nom. Et quand ils arrivent derrière et qu'ils font de l'indépendant par eux-mêmes, et ben c'est là qu'ils deviennent riches les gars. Et Cyberforce, et ben ça c'est prévu en 5 tomes. C'est en train d'être édité, alors c'est un petit peu cher, c'est 17 €. C'est fait par la maison d'édition Réflexion et ça sort tous les 6 mois. Donc j'attends avant de me le lire, d'avoir les 5 et je sais déjà que je vais kiffer parce que bah, tout le monde dit que c'est genre une base. Cyberforce c'est une base et moi c'est les dessins des années 90, j'adore, je crois que c'est ma période favorite. Les années 95-2000 c'est ma période favorite en dessin, je pense. J'adore ça, en fait. J'adore ce genre de traits. Alors, est-ce que c'est parce que je suis nostalgique? Je n'en sais rien. Mais j'adore ce genre de traits. Et au fait, dès que j'aurai les 5 tomes, eh ben, je foncerai me lire ça. C'est clair et net. Bon, on est vraiment sur du petit tome. Alors là, en qualité-prix, c'est un peu cher. Hein. Mais c'est pareil. Qui connaît ça hein ils doivent en vendre. Je suis sûr qu'ils galèrent à vendre 1500 exemplaires. Hein. Donc, ils sont obligés de mettre un prix... au bout d'un moment, un peu élevé. Et le meilleur pour la fin. Et le meilleur pour la fin. La fin des BD et comics, parce que c'est pas fini. On a Disney, 100e anniversaire, le journal de Mickey. Oui, j'ai acheté ça à 8,99 €. Ça va reprendre toutes les premières apparitions de Mickey, de Donald, tout ça. Et alors là, tu vois, les années 80, les années 40, tout ça, et ça va reprendre les premières apparitions, tout ça. Et au fait, bah, c'est la nostalgie, hein. C'est parce que je lisais ça. Moi, c'est mes premières BD, mes premiers amours BD, c'était ça. Hein. J'avais 7-8 ans, je lisais Mickey Parade et Picsou Géant, voilà. Et du coup, bah, quand j'ai vu ça dans le truc de book, enfin de journaux, je sais plus comment, le kiosque, voilà, au Leclerc, et ben je me le suis pris. Et dernièrement, et du coup je fais gaffe un petit peu, et au fait ils sortent une collection de luxe. C'est les hors-série de Picsou Magazine, je crois. C'est ça, c'est le hors-série numéro 1, édition de luxe, qui est quand même une édition, bah, mine de rien, où ils ont fait des efforts pour un Picsou, tu vois. Il y a du relief, et ils ont ressorti des histoires qui reprennent Les Misérables et Hamlet. Donc ça, je vais me le lire, pour le coup. Autant les apparitions, je l'ai pris pour les 100 ans, c'était voilà, pour marquer le coup. Et on a regardé, on a un papier bien blanc. On a un papier bien blanc, c'est pas du papier shot pour une fois, parce que alors, vraiment, les éditions Picsou par Mickey Parata, c'est du papier shot, hein, c'est de la merde. Hein. Et bah là, non, là, on a un papier bien blanc, de qualité, c'est joli, on a du reportage entre deux, tout ça, et on est, bon, par contre, à 12,95, 13 € quand même. Mais c'est un grand format, du beau papier. Bon, ouais, la couverture cartonnée aussi, avec du travail à l'intérieur, bon. C'est le JDG qui a fait une vidéo qui était très intéressante d'ailleurs. Sur Picsou par Don Rosa. Ouais. Que bah, ils sont plus trouvables. J'aimerais bien me les faire aussi parce que ce qui paraît c'est assez plus profond qu'il n'y paraît. Ouais, franchement, ça, moi aussi ça m'avait donné envie. Ensuite, pour Noël, bah, on a eu un chat. Non. On l'avait déjà depuis longtemps. Lui. Non, ça fait 1 heure qu'on s'est pas occupé de toi. C'est trop dur. Ça ronronne. Bah oui, ça ronronne. Donc là, il y en a plein qui vont se déconnecter parce qu'on va parler de livres. Un petit peu de livres, vous inquiétez pas. Ça va aller vite. Pour Noël, elle s'est acheté, elle s'est fait plaisir, le Seigneur des Anneaux, en superbe édition, vraiment un beau livre, édition limitée aussi, ça je crois. Oui, celle-ci, édition limitée. Édition limitée, édition très limitée, non? Vu le prix. 90 €, ah ouais. Ouais. Ouais.
Bon, il y a de la dorure et tout dessus, il y a même du relief là et tout. Enfin, puis il est illustré à l'intérieur, donc ouais, il est illustré à fatalement. l'intérieur. On l'ouvre pas. Bah, je l'ouvrirai. Non, en fait, je l'ouvrirai pas parce que j'ai une version plus basique Plus des. basique du Seigneur des Anneaux qui a été retraduite en plus. Voilà, Donc que tu liras cela. exactement pour pas abîmer celui-ci. C'est une pièce de ma pièce de collection. À Noël, Cécile m'a acheté paf Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. J'ai déjà les 2 premiers. Je vous en avais parlé une fois, je crois. Aux éditions Mina, je crois. C'est les éditions. C'est Gallimard Jeunesse, mais c'est avec les éditions Mina Lima. Et alors là, bon, ils mettent 2 ans à le faire, ça. Oui, je vous en avais parlé une fois. C'est du super travail parce qu'en fait, il y a une tonne de choses. Alors là, je vois pas très bien ce que c'est, donc j'ai pas envie de les casser, je vous avoue. Là, il y a Mais, la carte. Là, c'est quoi, la carte du maraudeur, un truc comme ça? Ouais, je pense. Même pas. Même. Aussi, c'est un extrait de la carte du maraudeur avec Albus Dumbledore, etc. Voilà, en fait, tout est illustré Et beaucoup de 3D, de petits avec trucs des comme trucs ça. 3D comme un peu dans les livres pour enfants qu'on avait avant. C'est vraiment un travail titanesque de faire ça, hein, ne nous mentons pas. Ils ont fait. On a vu qu'ils ont fait Peter Pan par exemple, l'œuvre de base. Ils ont fait. Ils en ont fait d'autres là à Noël. Hein. Franchement, ça fait des super bouquins. Je sais que je vais surveiller pour me les prendre, les Peter Pan et tout. En même temps, comme ça, je pourrais lire les vraies origines avant que Disney arrive et édulcore tout. Et et ça, les gens ont gueulé. Mais ils sont ouf les gens, parce qu'en fait, avec l'augmentation du papier et tout ça, ils sont passés de 35 €, 35 € qui était déjà un prix au fait assez faible pour ce genre de bouquin, clairement vu le travail dantesque qu'il y a dessus, et ils sont passés à 40 € avec l'augmentation du papier. Mais alors à savoir que là, entre la couverture rigide, le papier, le carton, le machin, 5 €, c'est vraiment une augmentation très maîtrisée qu'ils ont fait, vraiment. Les gens ont gueulé, mais c'est parce qu'ils sont ouf, ils savent pas. Il y a plein d'éditeurs qui t'auraient sorti ça à 50 €, je pense. Déjà de base. Ah ouais, et déjà de base, dès le début. Hein. Je pense vraiment, parce qu'il y a un taf de fou. Hein. Donc en fait, le prix est déjà très maîtrisé, je trouve. De toute façon, quand t'entends qu'ils ont travaillé 2-3 ans, qu'ils ont leur équipe qui ont travaillé 2-3 ans dessus, c'est pas 6 mois de travail, non, c'est 3 ans de travail. Donc tous les jours, il y a des gens qui se sont levés, qui ont bossé dessus. Donc là, oui, c'est une pièce de collection. Cécile m'a aussi acheté ça, à la croisée des mondes, le tome 1 illustré, Le Royaume du Nord, de Philippe Pullman. Donc là, c'est la croisée des mondes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un classique. Hein. Je vais attendre d'avoir les 3. Il y a le 2e qui est sorti à Noël, là, et donc je pense qu'à Noël prochain, il y aura le 3e qui sortira. Je ne vais pas me presser, je vais attendre d'avoir les 3 pour tout me lire, j'ai du mal à le tenir. Hein. Tu m'étonnes, il est tellement gros. Bon, bah en tout cas, c'est illustré. Attends, fais voir au moins une illustration. Ah. En plus, j'ai peur de bousiller la couverture en fait. Ça va être long à lire, hein, parce que y a des quand textes c'est en colonne partout, comme ça. En colonne comme ça, c'est. Bah, j'ai mon bouquin Dragon Age de JDR qui est en colonne comme ça. Incroyable le temps que tu prends à lire ça. J'ai un gros bouquin Sherlock Holmes aussi, comme ça, avec toutes les histoires de Sherlock Holmes regroupées. Et derrière, quand même, on a aussi super bouquin avec du relief, de l'argenté, avec la boussole. Franchement, c'est une belle édition aussi. Tu te fais plaisir là-dessus, quoi. Hop là. Ensuite, j'ai acheté à Cécile à Noël une encyclopédie Le Seigneur des Anneaux, Tolkien surtout. Et alors là, on est sur un taf de fou. Hein. Je suis pas du tout fan de Tolkien, c'est faux. Ah, absolument pas, elle a tout. Elle a tout. Là, regardez les tranches dorées comme ça, vraiment, c'est joli. Alors l'encyclopédie, elle dit quoi? C'est quoi? L'encyclopédie, elle va parler du monde, mais aussi du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge, des arbres, des races elfiques, mais aussi des maillards qui. Bon, c'est pour. Enfin bref, c'est pour compléter son savoir sur l'univers Tolkien. Quoi. Exactement. Comme si j'en savais pas encore assez. C'est ça. On est à 45 €. Donc c'est pour ça les gens, tu vois, qui se plaignent du Harry Potter à 40 €. Bah voilà, là on est à 45 €. Alors oui, il y a tout ça. Il y a une couverture rigide aussi de ça. Enfin voilà, en fait, vraiment, moi je pense que le Harry Potter serait très bien vendu à 45-50 € aussi. Donc. Cécile m'a acheté l'intégrale de Blackwater aux éditions Toussaint Louverture. Alors, il n'y a pas le tome 1, parce que je suis en train de le lire. Ça se lit vite. Il y a un côté un peu Stephen King dans Blackwater. Ah, si j'arrive à retirer le
coffret. Est-ce que je vais pas le bousiller hein, vous pouvez imaginer. Et là on est sur quelque chose de très beau. Franchement, je suis pas fan des livres pocket en temps normal. Parce que c'est moche, c'est écrit petit, c'est de la daubasse. Moi j'aime pas ça, je déteste les livres pocket. Mais alors là, moi quand on me sort des livres comme ça, ok. Je suis d'accord, là tu m'as, c'est de la collection, c'est beau. Et le tome 1 pour l'instant, je suis presque à la fin, il est sympathique. Je ne sais pas où on va et... Il y a un côté... Je sais pas, en fait c'est inexplicable, c'est un peu inexplicable. Je pense qu'il faut le découvrir par soi-même parce que vraiment je sais pas où on va. Au pire remets-le après. Non. Et donc c'est du Michael McDowell, qui est un auteur assez connu, qui a fait le scénario du film de Tim Burton, Beetlejuice. C'est lui qui a écrit le scénario par exemple et qui a écrit ça. Ensuite, Cécile, je lui ai acheté ça aussi pour Noël. Alors ça c'est un classique de la fantasy, hein, je crois. Bah moi on me l'a décrit comme ça parce que... Bon alors attention, racontage de vie. Je suis sur des live Twitch d'auteurs et de lecteurs aussi. Et quand ce bouquin est sorti, ils étaient tous en mode « Ah oui, c'est mon classique, je suis trop contente qu'il l'ait ressorti, machin. » Donc je me suis dit, ils ont sorti une belle édition, pourquoi pas essayer. Ouais, bah 20e anniversaire, 20 ans. Voilà. Donc c'est une jolie édition. Hein. De toute façon maintenant, les livres, ils sortent des éditions magnifiques partout, tout le temps. Ils ont compris que ça fait vendre vraiment. Ils ont compris que les livres, c'était pas juste un truc moche qu'on utilisait pour faire des cale-portes. Et dernier livre, en tant que fan de Harry Potter, je me suis acheté, il y a pas longtemps, le journal d'Alan Rickman, l'acteur qui joue Rogue. D'ailleurs, qui gueule pas mal sur Harry Potter dans ce bouquin. Oui, parce qu'au fait, il explique qu'en fait, à partir du moment où il a joué Rogue, les gens ne lui parlaient plus que de ça, et qu'au fait, il s'est mis, ça finit par le gaver, au fait. Et au fait, c'est lui, au fait, qui tenait un journal intime, tout simplement. Il avait plein de notes, et au fait, quand il est décédé de son cancer en 2017, je crois, c'était la fameuse année noire où il y avait plein de gens connus qui sont décédés. Et sa femme a retrouvé ses notes et s'est décidée à gagner de l'argent pour en faire un journal, et du coup c'est les vraies notes de l'acteur en fait, donc c'est vraiment lui qui a écrit, c'est sa vie racontée sur son journal intime à lui. C'est ça qui est intéressant, c'est pas quelqu'un qui a retracé sa vie ou oui, c'est pas une biographie. Voilà, c'est pas une biographie, c'est ses notes à lui, c'est son journal intime à lui en gros, plus ou moins avec son style à lui. Il y a peut-être des moments où ça va être un peu naze, hein, ça se trouve, hein, mais moi ça m'intéressait. Il m'a marqué ce mec, il m'a marqué pas que dans Harry Potter, il m'a marqué dans L'Australien pour les plus vieux, avec Tom Selleck. C'est lui qui jouait le méchant. Il jouait Hans Gruber, je sais plus, le méchant dans Piège de cristal avec Bruce Willis. Tout ça, enfin, il jouait le méchant dans Robin des Bois avec Kevin Costner, le shérif de Nottingham. Avant d'être Rogue. Et il m'a marqué dans plein de films. Hein. C'était un salaud. C'était un salaud dans ses films, voilà. Mais Rogue, de façon, meilleur personnage de tout l'univers, c'est un peu le Itachi de Harry Potter, mais en mieux écrit. Enfin, quand même, ne m'entends pas. Donc voilà les amis, j'espère que cet achat dantesque, parce que c'est beau, vous aura plu. Il y avait pas mal de mangas, beaucoup de comics, du livre, voilà, on vous a parlé de tout, comme ça. Vous avez vu qu'on lit plus de mangas que... Enfin, je lis plus de mangas que de comics quand même, et il faut que je me rattrape quand même, prochainement. Mais en même temps, je peux pas abandonner le manga non plus, parce que la chaîne, faut que je vous parle un peu de manga aussi, voilà. Moi je dis, il faut une chaîne Steph Critique. Quoi? De tout? Oh non, je fais pas de chaîne, me la mort. Oh là là. Une chaîne, j'ai déjà du mal à la tenir avec le boulot de ça. Oh là là, même pas en rêve. Même pas en rêve, je me lance dans une deuxième chaîne, ce serait la folie. Puis j'abandonnerais celle-ci du coup à moitié. Non, c'est pas possible. Voilà, donc je reste sur la chaîne Manga Critique, et de temps en temps je parle d'autres trucs, et c'est pas la mort. Non. Donc voilà, merci les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, putain je suis devenu le vrai putain de youtubeur barbant. N'oubliez pas le pouce bleu, partage, vous abonner, tout ça. Le commentaire, j'en ai rien à foutre de ce que vous marquez, mais mettez un commentaire quand même, je mettrai un cœur. C'est pour le référencement, c'est pour le référencement, t'as vu? Non voilà, non, surtout les commentaires, moi j'adore, je réponds à tout, voilà. Donc voilà les amis, gros bisous.